Une jeune femme s'arrête au bord d'une autoroute fréquentée de Californie et disparaît à jamais. Les recherches pour la retrouver se poursuivent pendant plus de 3 ans. Cependant, les pistes s'épuisent. C'est pourquoi les médecins légistes ont besoin de nouvelles techniques pour résoudre cette affaire. Au beau milieu d'une carrière prometteuse de danseuse, Tracy Joshine quitte soudain l'école et disparaît peu de temps après. 12 ans plus tard, les débris d'un vieux réfrigérateur permettent de rouvrir l'affaire qui avait été classée. Bonjour, merci de nous être fidèles pour suivre en ma compagnie ce nouvel épisode de vos enquêtes impossibles. En Californie, une jeune femme semble bénie des dieux. Elle est jeune, séduisante, en bonne santé. Mais un soir, sans que rien ne puisse l'annoncer, l'avenir radieux qui s'ouvrait devant elle vire brusquement au cauchemar. Denise Huber, 23 ans, vit avec ses parents à Newport Beach, une banlieue riche de Los Angeles, en Californie. Elle venait juste d'être diplômée. Je pense qu'elle voulait en profiter un peu avant de trouver un emploi stable. Denise travaille comme serveuse. Elle est également vendeuse à mi-temps chez Bloomingdale's. Elle était très confiante. Elle me disait « Ne t'inquiète pas, papa. Je ne crains rien, personne ne va me faire de mal. » Cette belle brune aux yeux bleus d'1,75 m n'a aucune difficulté à trouver des petits amis. Son petit ami au moment des faits est Steve Horrocks. C'est une personne aimable et ouverte qui aime s'amuser. Ma fille disait toujours que Steve était vraiment amusant et qu'il la faisait rire. Nous sommes le dimanche 2 juin 1991 au soir. Steve et Denise ont prévu d'aller au concert du groupe de rock Morrissey à Inglewood. Cependant, à la dernière minute, Steve est retenu à son travail. Denise est déçue, mais résolue à y aller. Elle demande donc à Robert Calver, un ami, de l'accompagner. Elle m'a averti qu'elle reviendrait tard. Je lui ai dit « Ne rentre pas trop tard, je vais m'inquiéter si tu n'es pas à l'heure. » Elle m'a répondu « Mais non, tout ira bien. » Le soir de sa disparition, nous regardions la télévision avec ma femme. Et notre fille a passé sa tête par la porte pour nous dire avec son beau sourire « Au revoir, je vous aime. » Après le concert, Denise et Robert vont boire un verre au El Paso, où elles rencontrent une vieille connaissance que nous appellerons Ross. Ross était tombé amoureux d'elle dans le passé. Cette nuit-là, il a demandé à Denise de partir avec lui pour aller à son domicile. Mais elle a décliné sa proposition. Denise et Robert quittent le restaurant vers 1 h du matin et Denise dépose Robert devant chez lui. Ils n'ont échangé aucun baiser. Elle l'a déposé et il est rentré chez lui. Puis elle a pris le chemin du retour. Robert est la dernière personne à avoir vu Denise Huber. Le lendemain matin, quand on s'est aperçu qu'elle n'était pas rentrée, on s'est évidemment inquiété. On ne surveillait pas non plus notre fille. Elle avait 23 ans, elle était adulte. De plus, on lui faisait totalement confiance. Sa voiture est retrouvée abandonnée au bord de l'autoroute de Costa Mesa, à environ 5 km de chez elle. Un des pneus est à plat. Rien ne semblait s'être passé dans la voiture. Elle était garée entre 2 bornes d'urgence qui n'ont d'ailleurs pas été utilisées cette nuit-là. J'étais certaine qu'il était arrivé quelque chose de terrible à Denise. Ce n'était pas le genre de personne à disparaître sans rien dire. La police de Costa Mesa envoie des enquêteurs sur les lieux. L'intérieur de la voiture semblait intact. Il n'y avait aucune trace de sang, aucune vitre n'avait été brisée. La voiture n'avait pas l'air d'être endommagée. Son portefeuille et ses chaussures avaient disparu. Les feux de détresse étaient allumés. La voiture était sans doute tombée en panne et elle en était sortie pour aller chercher de l'aide. Les chiens policiers détectent une odeur sur le bord de l'autoroute, mais en perdent rapidement la trace. La police interroge ensuite les habitants des quartiers voisins de l'autoroute. Seulement, personne ne l'a vue. J'avais moins peur de ma propre mort que de ce qu'il aurait pu arriver à Denise. Je redoutais tellement d'apprendre une terrible nouvelle. Je l'aimais tellement.
La police examine l'intérieur de la voiture de Denise, mais ne retrouve aucune empreinte digitale étrangère. Un examen du pneu à plat révèle que personne ne l'a trafiqué. Comme le pneu était mal gonflé, il a éclaté. Il a chauffé et la paroi latérale du pneu n'a pas tenu. Les preuves physiques sont peu concluantes. La police interroge donc la dernière personne à avoir vu Denise le soir de sa disparition. Il s'agit de Robert Calver. Robert aurait très bien pu être amoureux d'elle et être contrarié, car Denise refusait d'avoir une relation amoureuse avec lui. La police enquête également sur la relation de Denise avec Steve Horrocks, son petit ami. Il devait l'accompagner au concert, mais s'est décommandé à la dernière minute. Steve Horrocks s'est montré très coopératif. Il était prêt à nous fournir toutes les informations dont nous avions besoin. La police interroge également Ross, la vieille connaissance que Denise a rencontrée ce soir-là au El Paso. Ross s'est trouvé un alibi pour prouver qu'il ne l'avait pas suivi après qu'elle ait déposé Robert chez lui. Je n'ai jamais perdu espoir de la retrouver vivante. Nous avons même pensé qu'elle avait peut-être un autre petit ami que ses parents ne connaissaient pas, qu'ils avaient quitté la ville, l'État, qu'ils avaient fui ensemble. Au point où nous sommes arrivés dans cette enquête, 3 hommes peuvent être directement liés à la disparition de Denise Hubert. Steve Horrocks, son petit ami. Robert Calver, celui qui l'a accompagné à la soirée et qui est le dernier à l'avoir vu. Et Ross, un garçon que la jeune femme a rencontré dans le bar et qui, après avoir été conduit quelques mois plus tôt, a essayé à nouveau de la séduire. Une seconde hypothèse est encore possible. Denise aurait fait la connaissance d'un 4e homme avec lequel elle aurait choisi de disparaître sans avertir ses parents. Les enquêteurs et la famille de Denise recherchent désespérément des pistes et se tournent vers les médias. Il fallait que l'on fasse publier la photo et l'histoire de notre fille. Les médias ont vraiment été formidables. À chaque fois que nous avions un nouvel élément, ils répondaient présents et ils le publiaient. On avait l'impression que la communauté considérait Denise comme sa fille. Nous avons confectionné des boutons avec dessus la photo de Denise et l'inscription « Priez pour Denise ». Toutes nos unités portaient des autocollants que l'on pouvait se procurer dans tout le quartier. Nous avons également accroché une banderole sur l'autoroute. Grâce aux médias, la police reçoit des centaines de renseignements. La plupart ont l'air sérieux, d'autres non. Des voyants nous ont contactés, mais ils ne savaient absolument rien. C'était des balivernes. Ils n'ont apporté aucune information dans cette affaire. Des cinglés se sont manifestés. Des personnes ont également essayé de nous soutirer de l'argent. La famille Hubert vit un calvaire pendant plus de 3 ans. Elle attend d'avoir des nouvelles ou quelconque information concernant leur fille. Il y a une chose dont je me souviendrai toujours. Linda Geisler, chargée de l'enquête, nous appelait et nous disait « C'est fini pour aujourd'hui, il n'y aura plus de coup de téléphone. Nous parlerons demain. » Nous attendions en effet que le téléphone sonne. Et chaque fois qu'il sonnait, nous nous levions d'un bond, pensant qu'il s'agissait là d'un coup de fil décisif. Linda prenait toujours contact avec nous, et nous avons vraiment apprécié qu'elle le fasse. À 560 km de là, un homme vivant dans une banlieue aisée de Phoenix, en Arizona, contacte la police locale. Quelque chose de louche se trame dans l'allée de son voisin. Un camion immatriculé en Californie y est garé. Une rallonge électrique sort de l'arrière du camion. Le voisin affirme qu'elle est branchée sur une prise située sur le côté de la maison. À l'intérieur du camion, quelque chose semble fonctionner 24 heures sur 24. Une recherche sur le camion révèle qu'il a été volé en Californie. La police retrouve un congélateur de taille industrielle à l'arrière du camion. Nous avons trouvé un grand sac poubelle noir dans le congélateur. Après l'avoir touché, nous pensions qu'il s'agissait d'un bras appartenant à une personne.
Je me souviens avoir vu 2 bras ramenés au-dessus de la tête et des mains menottées. J'ai également vu une bague. Cette vision m'a réellement choqué. Ce camion volé, qui contenait un congélateur avec à l'intérieur un corps, est resté garé pendant 1 an sur la propriété de John Famularo, 39 ans, homme à tout faire et peintre. Monsieur Famularo était très calme et très poli. Il n'avait pas grand-chose à nous dire. Il affichait une sorte d'indifférence face à toute cette affaire. Le corps est envoyé au bureau du médecin légiste du comté de Maricopa. Le docteur Anne Buchholz se charge de l'autopsie. Nous avions vraisemblablement affaire à un homicide ou à une tentative de dissimulation d'un corps. Tout portait à croire qu'il s'agissait d'un homicide vu les efforts fournis pour cacher le crime. La victime était une femme. Elle portait des bijoux de femme et avait de longs ongles. Les menottes étaient bien visibles. Par contre, on n'arrivait pas à distinguer de vêtements. Elle paraissait être nue. L'autopsie médico-légale requiert de la part du praticien qui l'exécute beaucoup de soins et une très grande expérience, car des erreurs d'appréciation sur les causes réelles du décès peuvent déboucher sur environ 20% de diagnostics erronés. C'est pourquoi, sans doute en 10 ans aux États-Unis, le taux d'autopsie réalisé sur des cadavres dont la mort était suspecte a chuté de 17 à 11%. La décongélation d'un corps entraîne une rapide décomposition des organes et des tissus. Dans ce cas, il importe au médecin légiste de pratiquer l'autopsie le plus rapidement possible avant que les indices ne disparaissent. C'est à quoi s'emploie, sans tarder, le docteur Anne Buchholz. Une décongélation du corps entraîne une rapide décomposition. Le docteur Buchholz doit donc réunir les preuves au plus vite pour éviter de les perdre à jamais. À l'aide d'un scalpel propre, j'ai gratté le corps pour récupérer dans des fioles des fluides. Je me suis dit qu'au moins, j'avais pu prendre des échantillons. J'ai vraiment eu de la chance de pouvoir prélever du sperme sur une femme restée congelée pendant 3 ans. Le docteur Buchholz retire les menottes et fait lentement décongeler les mains. Une peau congelée garde sa régularité et reste intacte jusqu'à ce qu'elle commence à perdre de l'eau. La peau commence alors à se flétrir, même à l'extrémité des doigts. La décongélation du corps débute en fait à cet endroit. Nous avons pris toutes les empreintes le jour même. On a pressé l'extrémité des doigts sur une fiche dactyloscopique, comme s'il s'agissait d'une personne en état d'arrestation. La technique est identique. Les empreintes de la victime sont saisies dans la base de données informatiques des personnes portées disparues. Le nom de la victime apparaît immédiatement. Il s'agit de Denise Hubert, portée disparue depuis 3 ans. Les médecins légistes ont pu prendre les empreintes digitales. Je ne pensais pas que c'était possible. Je n'aurais jamais cru que l'on obtiendrait ce genre de preuves 3 ans après sa mort. Vous savez, on ressent un vide immense envahir son cœur à l'annonce de la mort de sa fille. Cette douleur ne disparaît jamais. Elle s'atténue légèrement, mais la blessure ne se referme jamais complètement. Pendant ce temps, John Famularo refuse d'expliquer pourquoi le corps de Denise se trouvait dans son congélateur à 560 km de l'endroit où elle a disparu. La police fouille donc le domicile de Famularo ainsi que celui de sa mère qui habite la maison voisine. Elle était assez surprise que l'on fouille sa maison. Elle ne savait pas si son fils avait des petites amies, et si oui, comment elle s'appelait. Elle s'est en fait assise sur une chaise de jardin, de l'autre côté de la rue, et nous a regardé travailler pendant des jours. La police trouve une boîte portant l'inscription Noël sur une étagère du garage de Famularo. Les vêtements tachés de sang de Denise, son permis de conduire et ses chaussures à talons se trouvent à l'intérieur.
Les chaussures ont des éraflures et sont abîmées, comme si Denise avait été traînée sur le goudron de l'autoroute. La police retrouve des facturettes de cartes de crédit, prouvant que Famularo a acheté le congélateur quelques jours après la disparition de Denise. Elle découvre également des vêtements tachés de sang appartenant à John Famularo. La police ne savait pas s'il s'agissait du sang de Denise, d'une autre personne, d'un mélange ou du sang de Famularo. Il lui fallait donc un échantillon du sang de Denise. Comme nous n'en avions pas, nous avons envoyé de la moelle osseuse. L'ADN extrait de la moelle osseuse de Denise Huber correspond à l'ADN du sang retrouvé sur les vêtements de Famularo. La police trouve un uniforme de policier et un cachot dans le sous-sol de la maison de Famularo. Tous ces éléments indiquaient qu'il était capable d'un tel acte. Il n'était pas la personne modérée que j'avais interrogée. Il avait ce côté extrêmement violent et obscur. C'est devenu de plus en plus évident à mesure que nous progressions dans l'affaire. Nous avons parlé à certaines de ses petites amies. L'une d'elles nous a confié qu'il avait des fantasmes sexuels étranges. Une autre nous a raconté qu'il l'avait menottée et exhibée nue devant une fenêtre ouverte. Les preuves incriminent Famularo dans la disparition et la mort de Denise Huber. Elle n'explique cependant pas comment elle est morte. Nous avons retiré les 2 ou 3 sacs plastiques noirs recouvrant le corps. Il y avait également à l'intérieur de ces sacs d'autres sacs plastiques blancs plus petits dissimulant la tête. Nous les avons enlevés pour faire dégeler le corps. Nous avons trouvé une sorte de bâillon sur son visage et sa bouche. C'était un morceau de ruban adhésif qui avait été collé sur sa lèvre supérieure et son nez. Le docteur Buchholz découvre que le crâne de Denise présente de graves traumatismes. Le docteur Laura Gulginity, anthropologue experte en médecine légale, est chargée de reconstituer le crâne pour des examens plus approfondis. J'ai remarqué 2 types de blessures différentes. Ceci signifiait que 2 armes différentes avaient été utilisées. Il y avait également des petits morceaux de plastique logés dans les fractures. On a ainsi pu déterminer que les sacs étaient déjà en place quand elle a reçu les coups à la tête. Le docteur Gulginity conclut que Denise a été frappée 31 fois. C'est terrifiant. Si je commence à réfléchir à ce qu'elle a dû endurer sur le bord de l'autoroute, je suis paralysée et je ne peux pas travailler. J'essaie donc de ne pas y penser jusqu'à ce que mon travail soit accompli. Il faut que je me concentre sur ma tâche. Je dois assembler les pièces du puzzle et interpréter ce puzzle. Puis je peux rentrer chez moi et pleurer. La police pouvait-elle espérer réunir autant de preuves à charge contre John Famularo? Je les récapitule brièvement à votre attention. Le corps de Denise a été retrouvé dans un congélateur acheté par le suspect quelques jours avant sa mort. Ce congélateur était entreposé à l'arrière d'un camion volé par Famularo en Californie. Le permis de conduire, des chaussures et des vêtements tachés du sang de la victime ont été retrouvés dans son garage. Et enfin, dernier indice irréfutable, le sperme retrouvé sur le cadavre de Denise, congelé et miraculeusement conservé, correspond à la signature ADN du suspect. Le sperme retrouvé sur les vêtements de Denise correspond au profil ADN de Famularo. Elle était innocente et ça aurait pu arriver à n'importe qui. Vous auriez pu être la victime. Ça aurait pu être votre sœur, votre amie, et c'est ce qui est effrayant. Quand on se rend compte de cette possibilité, on subit un réel choc émotionnel. Pour être honnête avec vous, à l'avenir, je n'autoriserai personne à m'aider en cas de panne sur une autoroute. La police découvre également que John Famularo travaillait à Newport Beach, en Californie, au moment de la disparition de Denise. Il avait loué la partie avant de cet entrepôt pour monter son affaire de peinture. Nous avons interrogé les personnes qui ont loué cette partie de l'entrepôt après lui. Nous voulions savoir dans quel état il l'avait laissé.
Elles nous ont montré un endroit dans un coin. Il y avait une grosse tache marron qu'elles ont fait partir d'un coup de jet d'eau. Nous nous sommes dit que c'était peut-être du sang, car quand il est séché, il se dissout bien dans l'eau et il s'en va. Les premiers tests n'aboutissent à rien. Les inspecteurs décident d'attendre la nuit tombée pour utiliser le luminol. C'est un produit chimique qui, au contact du fer présent dans le sang, émet une lumière bleue. Nous avons vaporisé le luminol avec une petite bombe. Nous avons fini par vérifier l'entrepôt entier. La seule tache de sang présente dans cet entrepôt se trouvait dans ce coin-là. L'ADN extrait de ces taches de sang correspond à l'ADN de Denise Hubert. Une agrafeuse cloueuse est retrouvée dans l'entrepôt. Elle est à l'origine des marques sur le crâne de Denise. D'après les preuves médico-légales, les procureurs pensent que lorsque Denise est tombée en panne, Famalaro s'est arrêté pour lui proposer son aide. Que vous est-il arrivé? Je ne sais pas. Je crois que j'ai un pneu crevé. Je vais essayer de vous réparer ça. À un moment donné, il l'assomme et la ramène dans son entrepôt à quelques kilomètres de là, où il la tue. Il conserve le corps de Denise dans un congélateur acheté quelques jours après l'avoir tuée. 2 ans plus tard, il vole un camion et emporte avec lui le congélateur et le corps de Denise lorsqu'il déménage à Phoenix, en Arizona. Son camion reste dans l'allée avec à l'intérieur le congélateur constamment en marche. C'est un malade, il se complaît dans ce genre de crime. John avait déjà fait preuve de violence envers certaines personnes. Mais cette violence a atteint son paroxysme en tuant. Denise n'est sans doute pas sa seule victime. Le 20 juin 1997, soit 6 ans après la disparition de Denise, John Famalaro est jugé et reconnu coupable de meurtre au 1er degré. Il est condamné à la peine capitale. La défense a tenté de discréditer les preuves médico-légales tout au long du procès, et même avant. La Cour suprême de l'État a même été saisie. Nous sommes cependant parvenus à les faire valoir, et ce grâce au travail formidable de la police et des médecins légistes. Je voulais connaître la vérité, même si certaines choses étaient horribles. Je préfère tout savoir que de continuer à me poser 1000 questions. On imagine parfois des choses aussi terribles ou même pires que la réalité. Il faut vraiment procéder de cette manière. En voyant le résultat, je travaille d'autant plus dur lors de l'affaire suivante. Lorsque je suis sur le point de jeter l'éponge, je pense à Denise Hubert et à cette affaire enfin résolue. Je persévère en sachant qu'il y a une réponse. Durant le procès de John Famalaro, qui aboutit à sa condamnation à la peine de mort, quelques éléments ont été éclaircis. Afin de mettre Denise en confiance, lorsqu'elle était tombée en panne sur le bord de la route, Famalaro avait revêtu un uniforme, volé sans doute à un policier de Los Angeles. Pour compléter son déguisement, il s'était équipé d'un pistolet automatique et d'une paire de menottes. L'avocat de Famalaro a tenté de minimiser la responsabilité de son client, au prétexte qu'il aurait eu une enfance rendue difficile par une mère qui lui infligeait de mauvais traitements. Le meurtrier aurait donc souffert de séquelles mentales et émotionnelles. 2 appels ont été déposés par la défense pour exiger sa libération, dont le dernier en juillet 2011. Tous 2 ont été interjetés par le juge. En attendant l'exécution de la sentence, Famalaro aurait été touché par la grâce divine. Il catéchiserait aujourd'hui ses codétenus dans le couloir de la mort de la prison où il est enfermé. Je laisse à votre appréciation l'authenticité de cette conversion. On dit qu'à l'âge où les petits garçons aspirent à être pompiers ou pilotes de chasse, les petites filles rêvent de devenir danseuses étoiles. La danse classique est, on le sait, une discipline qui exige courage et persévérance. Mais que se passe-t-il lorsque la tâche devient insurmontable, que la pression est telle qu'il faille chercher dans l'usage de substances illégales
d'éphémères réconforts. Tracy Jo Shine a grandi à Houston, au Texas. Bonne élève, elle est scout et elle fait du sport. Mais son véritable centre d'intérêt, sa passion, c'est la danse. À l'âge de 13 ans, elle réussit une audition pour entrer au célèbre lycée des arts de la scène de Houston. Son rêve devient réalité. Pendant qu'elle est à l'école, Tracy Jo commence à prendre de la drogue. C'est là qu'elle a commencé à avoir des problèmes. Elle s'est mise à fréquenter les mauvaises personnes et à prendre de la drogue. Et à cette époque-là, je ne savais pas quoi faire. Elle commence à sécher les cours et ses notes chutent. Elle entame une relation amoureuse avec un homme de 31 ans, Michael Neal, qui sort tout juste de prison. La première fois qu'elle me l'a présenté, il m'a semblé plutôt poli et gentil. Tracy Jo finit par abandonner son rêve de devenir danseuse et quitte l'école. À l'âge de 18 ans, elle emménage avec son petit ami Michael chez la mère de ce dernier. La mère de Tracy Jo ne sait pas comment réagir. Tracy n'était plus la même depuis qu'elle se droguait. Elle était devenue quelqu'un d'autre, contrôlée par la drogue. Et je priais sans cesse pour qu'elle s'en sorte et pour que nous puissions nous retrouver et recommencer à vivre comme avant. Michael Neal a récemment été impliqué dans une fusillade en voiture, exécutée pour des motifs racistes. L'inspecteur Marcel Dion se rend à son domicile pour l'interroger. Neal est absent, mais Tracy Jo est là. Depuis quand le connaissez-vous? Tracy venait de prendre une dose. La seringue était encore sur le canapé. Il était impossible de comprendre un mot de ce qu'elle disait. Il l'arrête alors pour usage de drogue. Elle avait déjà été arrêtée 2 fois pour son problème de drogue. Elle a dit qu'elle avait essayé d'arrêter. J'ai essayé d'inscrire Tracy à un programme de désintoxication. Mais il y avait des listes d'attente partout et je ne pouvais rien faire de plus car ce n'était plus une enfant. La carrière de la jeune fille s'est brisée aussi vite qu'elle avait commencé. Alors qu'un avenir prometteur s'ouvrait devant elle, le piège de la drogue l'a anéantie. Et l'influence néfaste de Michael Neal, son compagnon, la brise encore davantage. Mais tandis qu'une dernière chance semble s'offrir à elle pour s'épargner une peine de prison, Tracy Jo Shine va commettre l'irréparable. Au poste de police, Tracy Jo propose un marché. Elle dit que c'est son petit ami Michael qui est responsable de la fusillade. Elle accepte de témoigner contre lui à condition d'obtenir une peine plus légère. L'inspecteur Dion accepte le marché. Tôt le lendemain matin, Michael Neal se rend au poste de police et paie la caution de Tracy Jo. Plus personne ne reverra jamais la jeune fille. Personne n'avait eu de ses nouvelles. Alors on a commencé à appeler ses amis et tous les gens avec qui elle avait été en contact. Mais personne ne l'avait revue. Marcel Dion découvre que Michael Neal est membre de la Fraternité Aryenne, un groupe violent qui prône la suprématie de la race blanche. Ceci explique l'implication présumée de Neal dans la fusillade qui a eu lieu dans un quartier noir. Le lendemain du jour où Tracy Jo est relâchée, elle rend visite à sa mère pour lui emprunter de l'argent. Elle a toujours gardé le contact avec sa mère et son frère. Mais cette visite sera la dernière. Tracy Jo a tout bonnement disparu. Quelque chose n'allait pas. J'ai senti qu'il y avait un problème.
Virginia contacte alors Michael Neal, le petit ami de Tracy Joe. J'ai appelé chez lui pour savoir où était Tracy, parce que je n'avais plus de nouvelles depuis des semaines. Il m'a dit qu'elle n'était plus là. Michael Neal se montrant peu bavard, Virginia n'a pas d'autre choix que de signaler la disparition de sa fille. L'inspecteur Marcel Dionne suspecte immédiatement un meurtre. Quelques semaines plus tard, Dionne reçoit un coup de téléphone anonyme. Je voudrais signaler un meurtre. Elle m'a parlé d'une fille qui aurait été tuée par son petit ami et dont il aurait fourré le corps dans un frigo avant de l'emmener dans un garage. La personne finit par révéler l'identité de la fille assassinée. Il s'agit de Tracy Joe Shine. Elle révèle également que le réfrigérateur utilisé pour stocker le corps de Tracy Joe se trouve toujours dans le garage dont Michael Neal et son frère Robert sont les propriétaires. Armés d'un mandat de perquisition, les inspecteurs se rendent au garage pour fouiller le réfrigérateur, mais découvrent qu'il a été récemment nettoyé à l'eau de Javel. Nous avons démonté le réfrigérateur. Nous avons trouvé un échantillon de tissu humain dans le congélateur et des follicules capillaires. Les médecins légistes essaient de faire une analyse allélique au niveau de l'ADN des tissus, mais sans y parvenir. Les cheveux sont comparés visuellement à des cheveux prélevés sur la brosse de Tracy Joe, mais les résultats sont peu concluants. Sans aucune autre piste, l'inspecteur Dionne passe Houston au peigne fin durant des mois, cherchant partout où il pense qu'un corps pourrait avoir été enterré. Je me suis démené. Tout le monde croyait que j'étais fou, parce que j'ai retourné presque tout le comté de Harris. J'ai fait drainer des étangs, on a utilisé des chevaux et des véhicules tout-terrain. On m'a surnommé le fouineur, parce que dès que je recevais un appel, je partais creuser quelque part. Mais les pistes ne mènent nulle part. Je savais qu'elle était là, quelque part. Je ne voulais pas laisser tomber. Dionne interroge également la mère de Michael Neal, Barbara, dans sa boutique de dépôt-vente. Il y remarque un détail suspect. Dans la vitrine sont exposés des bijoux de femmes qui se trouvent être identiques à ceux que possédait Tracy Joe Shine. Je n'arrivais pas à croire qu'ils aient pris les bijoux de Tracy Joe pour les mettre dans leur vitrine et les vendre en toute légalité. Barbara McAllister dit à la police que quand Tracy Joe a quitté sa maison, elle a simplement pris les bijoux que celle-ci avait laissés derrière elle pour les vendre. Bien que ce soit d'un goût douteux, cela ne prouve pas qu'il y ait eu meurtre. Mais sans aucune autre piste, l'enquête piétine. Dionne n'a pas le choix et doit s'occuper d'autres affaires. J'ai ordonné que toutes les preuves ainsi que le réfrigérateur soient entreposés dans notre entrepôt. Et chaque année, presque à la même date, il m'appelait pour se débarrasser du réfrigérateur et je répondais « Non, l'affaire n'est pas classée, je travaille encore dessus. » Tracy Joe a disparu peu après avoir échangé sa liberté contre la dénonciation de son petit ami. Ensuite, des éléments inquiétants laissent penser que la jeune fille a été assassinée. Un témoin anonyme signale à la police que son corps a été placé dans un réfrigérateur entreposé dans le garage de Michael Neal. Puis ses bijoux sont retrouvés. Ils étaient mis en vente dans la boutique de la mère du suspect. Néanmoins, en l'absence de cadavre, ces indices sont insuffisants pour permettre à un procureur de prouver que le compagnon de Tracy Joe est l'auteur du crime. Un événement va soudain précipiter les choses. Membre d'un groupuscule néo-nazi, Michael Neal est accusé d'avoir participé à une nouvelle fusillade. Il est arrêté et condamné à purger une peine de prison à vie. Son frère Robert est mis lui aussi sous les verrous, inculpé pour sa part de trafic de méthamphétamine. Pour autant, les deux hommes nient toute implication dans le meurtre de la jeune danseuse.
Quelque temps plus tard, Michael Neal est arrêté pour une autre fusillade et est condamné à une peine de prison à vie. Son frère, Robert Neal, est inculpé pour trafic de méthamphétamine et est également envoyé en prison. Malgré leur condamnation, les frères Neal déclarent toujours ne rien savoir au sujet de la disparition de Tracy Jo. Pendant environ 10 ans, il n'y a aucune nouvelle de Tracy Jo. La police ne trouve aucune preuve solide qui puisse expliquer ce qui lui est arrivé. Pendant toutes ces années, on ne relève aucune activité sur son compte bancaire, aucune demande de permis de conduire, ni aucun emploi nulle part. Le néant. Puis, en 1999, le bureau du shérif du comté de Harris crée un département des affaires classées, dirigé par les inspecteurs Roger Wedgeworth et Harry Ficaris. Le dossier Tracy Jo Shine est l'un des premiers à atterrir sur leur bureau. Tracy est comme beaucoup de jeunes filles. Quand on regarde son éducation, on voit qu'elle a été scout, que sa mère l'aimait beaucoup. C'était une enfant normale qui est allée à l'école, au bal, etc. Et puis elle s'est droguée. Et bien sûr, l'une des plus grosses erreurs de sa vie, c'est d'avoir rencontré notre suspect dans cette affaire, Michael Neal. Il décide tout d'abord de refaire des tests sur l'échantillon de tissu trouvé dans le réfrigérateur de Michael Neal. Ils effectuent une analyse de l'ADN par amplification génique, une nouvelle méthode plus sophistiquée. Mais après plus de 12 ans, l'échantillon est en trop mauvais état. Puis, un nouveau contretemps se produit. Ils ne parviennent pas à retrouver le cheveu qui avait été prélevé avec l'échantillon de tissu. Ficaris et Wedgeworth sont stupéfaits d'apprendre que le réfrigérateur se trouve toujours dans l'entrepôt du bureau du shérif. Malgré la faible probabilité de réussite, les enquêteurs décident de jeter à nouveau un œil au réfrigérateur. Nous l'avons ouvert. Il avait l'air plutôt propre, mais nous savions qu'il avait été couché par terre. Donc, d'éventuels fluides corporels ou n'importe quelle autre preuve auraient pu passer dans le câblage électrique qui se trouve à l'arrière. Les légistes examinent chaque centimètre carré du réfrigérateur, sans oublier cette fois les câbles électriques, à la recherche de matière organique qui pourrait s'y trouver. Il y a tellement de coins et de recoins dans un frigo ou dans ce genre d'appareil que des fluides corporels peuvent s'infiltrer partout. C'est certainement impossible de le nettoyer en entier. Les prélèvements sont envoyés au laboratoire médico-légal. Je ne pensais pas que nous trouverions quoi que ce soit d'important dans ce réfrigérateur, tout simplement parce qu'il avait été stocké pendant très longtemps dans un environnement peu idéal pour préserver des preuves. En examinant de plus près les prélèvements, Watson découvre ce qui semble être un morceau de peau humaine. Watson procède à une analyse de l'ADN par amplification génique de l'échantillon de peau. L'analyse par amplification génique prend des traces minuscules d'ADN, puis les amplifie ou en fait assez de copies pour qu'on puisse les analyser. L'analyse, longue et difficile, se solde malheureusement par un échec. Après des mois de frustration, Watson entend parler d'une nouvelle technique expérimentée par le laboratoire du FBI, une analyse utilisant l'ADN mitochondrial. Les tests ADN traditionnels utilisent l'ADN du noyau de la cellule. L'ADN mitochondrial est prélevé dans les mitochondries qui se trouvent à l'extérieur du noyau de la cellule. Ce n'est pas aussi précis que les analyses ADN traditionnelles, mais dans certains cas, c'est tout ce dont les légistes disposent. Et cette fois, c'est une réussite. L'étape suivante consiste à trouver un échantillon attesté de l'ADN de Tracy Jo Shine pour faire la comparaison. Watson prend des lettres écrites par Tracy Jo il y a 10 ans pour voir si l'on peut identifier son ADN dans la salive, sur le rabat des enveloppes. Mais l'ADN dans la salive est en trop mauvais état. L'ADN mitochondrial se transmet de génération en génération par les femmes, ce qui signifie que le profil ADN mitochondrial de Tracy Jo est le même que celui de sa mère.
Même si nous n'avions pas d'échantillon de Tracy Joe à comparer avec celui trouvé dans le réfrigérateur, nous avions la possibilité d'obtenir le profil ADN mitochondrial de sa mère. L'ADN mitochondrial trouvé dans le réfrigérateur est comparé à celui de Virginia Shine. Ils correspondent. Les tissus organiques ont alors toutes les chances d'appartenir à sa fille. En faisant cette découverte, les enquêteurs font un pas de géant. Si des traces d'ADN de Tracy Joe se trouvent dans le réfrigérateur, cela prouve que le témoin anonyme disait vrai. La jeune fille a été assassinée et son corps a été entreposé 10 ans plus tôt dans le garage de Michael Neal. Si l'ADN de Tracy Joe avait été découvert sur la poignée du réfrigérateur, cela n'aurait rien eu de suspect. Mais trouver de la peau dans les câbles à l'arrière, ça, c'est différent. C'était formidable. Formidable de sentir que tout ce travail menait enfin à quelque chose. Mais malgré ça, nous savions que ce type ne se mettrait jamais à table, qu'il n'avouerait jamais. Après cette découverte, Michael Neal est inculpé de meurtre. Son frère Robert, espérant être relâché plus tôt de prison, propose de faire un marché. Après toutes ces années passées en prison, il a dû finir par comprendre qu'il ne sortirait jamais à moins de faire quelque chose. On s'est assis et on a réfléchi à un marché. Il nous a donné son témoignage qui, je pense, était honnête et nous a dit ce qu'il savait sur l'affaire. Robert dit à la police que son frère Michael avait peur que Tracy Joe ne témoigne contre lui dans l'histoire de la fusillade, en échange d'une peine plus légère. Alors, Michael est allé payer la caution de Tracy Joe afin d'éliminer un témoin potentiel. Le plus important, c'est que Robert nous a montré comment Michael Neal avait tué Tracy Joe. Il a fait ce geste d'étouffement. Nous avons donc compris qu'il l'avait étranglé. Robert dit que Michael a tué Tracy Joe dans sa chambre et l'a laissée là pendant 3 jours. L'odeur de décomposition a poussé la mère de Michael à jeter un œil dans la chambre du couple où elle a découvert le corps. Elle entre dans la chambre et elle voit qu'elle devient violette. C'est signe qu'il y a quelque chose d'anormal. La mère de Michael Neal n'a jamais averti la police de la mort de Tracy Joe. Robert dit qu'après avoir déplacé le corps, sa mère et sa sœur ont nettoyé la chambre et fait brûler de l'encens pour faire partir l'odeur. Robert reconnaît avoir aidé Michael à transporter le réfrigérateur contenant le corps jusqu'au garage qu'il possédait. Robert a dit qu'il n'avait jamais vu le corps. Il a dit que son frère lui avait juste demandé de l'aider à déplacer le réfrigérateur, sans lui donner d'explication. Il n'a pas posé de questions. Il a dit qu'il se doutait que Tracy Joe Shine était à l'intérieur, mais qu'il ne l'y avait jamais vue. Jamais. Robert dit qu'il est resté assis dehors pendant que Michael mettait le corps dans un bidon de 200 litres. Personne ne sait où Michael a emporté ce bidon. Mais ce dont Michael ne se doute pas, c'est que des tissus invisibles à l'œil nu vont provoquer sa chute 12 ans plus tard. Michael a commis un tas d'erreurs dès le début, en laissant le corps là et en permettant à sa mère de découvrir la mort de Tracy. Le fait de ne pas s'être débarrassé du corps nous a permis de découvrir des preuves dans le réfrigérateur. La science ne cesse de progresser et nous avons pu développer des techniques permettant d'analyser des échantillons de plus en plus petits et de les comparer. Sa plus grosse erreur a donc été de croire qu'il pourrait s'en tirer facilement.
Bien que les procureurs n'aient aucun corps, Michael Neal est condamné pour le meurtre de Tracy Jo Shine à une peine additionnelle de 45 ans de prison. Il ne pourra demander la liberté conditionnelle qu'en 2017, quand il aura 60 ans. Michael Neal peut vous regarder droit dans les yeux et je n'ai aucun doute sur le fait qu'il pourrait vous poignarder, vous tirer dessus, tout ce qu'il est humainement possible de faire, sans que son visage ne change d'expression. Son frère Robert purge toujours sa peine pour trafic de méthamphétamine. La mère de Michael, Barbara, nie avoir eu connaissance du meurtre et dit qu'elle croyait que Tracy était morte d'une overdose. Ni Barbara ni sa fille Ginny ne seront poursuivis pour leur implication présumée dans la dissimulation des preuves et dans l'atteinte à l'intégrité du corps, car il y a maintenant prescription. Virginia Shine ne cessera jamais de chercher l'endroit où sa fille est enterrée, bien que Michael Neal refuse obstinément de le dire. Ce qui est triste, c'est qu'il essaie de garder le contrôle en ne nous disant pas où elle est et en m'empêchant de trouver la paix. Pourtant, ça ne fera aucune différence pour lui de me l'avouer, de nous dire la vérité. Et c'est pourquoi je ne pourrai jamais lui pardonner. L'entêtement de Marcel Dionne à garder le réfrigérateur pendant toutes ces années a permis de fournir la preuve médico-légale cruciale qu'il fallait pour obtenir une condamnation. Je n'arrivais pas à le croire. On m'enlevait un énorme poids. Je n'ai jamais été aussi heureux de ma vie. Je pense que nous avons vraiment fourni des efforts incroyables pour analyser ces échantillons. Sur une échelle de 1 à 10, je dirais que ça correspondait à 8 ou 9. En dépit des preuves indirectes qui l'accablent, Michael Neal a toujours refusé d'avouer être l'auteur du meurtre de Tracy Jo Shine et par conséquent, il n'a pas révélé l'endroit où il avait caché son cadavre. Si on se réfère aux confessions à peine voilées de son frère, le corps aurait été démembré et les morceaux auraient été dilués dans un bidon d'acide. Neal a-t-il profité du fait que Tracy Jo n'ait pas bénéficié d'un programme de protection de témoins après qu'elle l'ait dénoncé? Ou a-t-il cru, comme le pensent certains, que la jeune femme était une informatrice de la police? Quoi qu'il en soit, cette affaire n'a pu être résolue que grâce à l'acharnement de 2 policiers bien décidés à aller jusqu'au bout de leur enquête, quitte à démonter et à analyser de vieux câbles électriques. Et puis bien sûr au progrès de la biologie moléculaire appliquée à la traque des criminels. Eh bien ainsi se termine cette émission. Merci de nous être fidèles. Je vous donne rendez-vous prochainement sur cette antenne pour un nouvel épisode de vos Enquêtes impossibles. Bonjour et bienvenue dans Enquête criminelle, le podcast. Je suis Jean-Marie Goy. Aujourd'hui, je vais vous raconter l'histoire d'un meurtre d'une violence inouïe. La nuit du 28 décembre 1996, en Saône-et-Loire, Christelle Blétry, 20 ans, est sauvagement tuée de 123 coups de couteau. Alors qui pouvait lui en vouloir à ce point? Avec moi, vous entendrez les voix de Michel et Marie-Rose Blétry, les parents de Christelle, Chantal Jardin, l'épouse du meurtrier, ainsi que les avocats et les journalistes qui ont travaillé sur cette affaire. Bonne écoute. C'était tant espéré. 13 septembre 2014. Tellement violent. La France découvre bouleversée le témoignage de cette mère de famille. Elle vient d'apprendre le nom de l'homme suspecté d'avoir assassiné sa fille. Ce qui est dramatique aussi, c'est que Christelle, je ne la vois que en se faisant assassiner. Je ne pense pas à Christelle autrement
qu'en se faisant assassiner. Donc, je voudrais qu'en découvrant la vérité, retrouver ma fille que j'ai eue pendant 20 ans. Ça, je l'espère, quoi. Elle a existé pendant 20 ans. Donc, c'est pas normal qu'un assassin vous enlève tout. Et votre fille, et les souvenirs de ça. C'est pas possible. Pour Marie-Rose Blétry, c'est le dénouement d'un combat de 18 années, mené pour sa fille Christelle, alors âgée de 20 ans. Bonsoir. Le corps d'une jeune femme de 20 ans portant de très nombreux coups de couteau a été retrouvé ce matin dans un fossé. C'est un crime d'une rare violence, d'une violence inouïe. Il n'y a pas de mots pour décrire l'horreur. Et on nous disait, on va trouver, vous inquiétez pas, on cherche, puis finalement, il ne se passait plus rien. Cette femme, qui est une femme si discrète, eh bien, va se lancer dans un combat incroyable. Il faut qu'on sache pourquoi. Pourquoi on a assassiné Christelle. Je crois que la société nous doit la vérité. C'est un scandale. Il a fallu 17 ans pour découvrir qu'il y avait du sperme sur les sous-vêtements de cette jeune fille. On a un nom, ça y est. Des puits au fond desquels les mineurs descendaient au péril de leur vie, il ne reste que celui-ci. Celui de Blanzy, une ville bâtie sur une départementale dans le sud de la Bourgogne. Nous sommes le 28 décembre 1996. Il est 9h du matin. Rue Pasteur, derrière les fenêtres de ce pavillon, Marie-Rose Blétry commence sa journée dans l'angoisse. La plus longue, la plus horrible, la plus... Enfin, je sais pas, il y a pas de mots pour décrire l'horreur. À l'étage de la maison, dans la chambre des deux filles de Madame Blétry, un lit n'est pas défait. C'est celui de Christelle, l'aînée de la famille. Elle a 20 ans. Ma fille Myriam est descendue et m'a dit que Christelle n'était pas rentrée puisqu'elle partageait la même chambre. Marie-Rose a un mauvais pressentiment, et pour cause. Christelle n'avait jamais découché sans prévenir, quoi. Donc c'était anormal, tout était anormal. Le fait qu'elle ne soit pas rentrée, c'était anormal. La veille, Christelle a quitté la maison vers 19h pour se rendre chez des amis dans le centre de Blanzy. Alors évidemment, ce sont eux que Marie-Rose appelle en premier ce matin-là. Tous les amis que j'ai eus m'ont dit Christelle est partie à la fin de la soirée, aux environs de minuit. Moi je dis il est arrivé quelque chose à Christelle. Pour moi à ce moment-là, elle a été victime d'un accident de la route, d'un accident de voiture. Elle est tombée, elle peut pas se relever, elle peut pas, voilà. Donc j'ai rapidement appelé les hôpitaux. Et non, on n'avait pas vu arriver de jeunes filles qui correspondaient à Christelle. J'appelle le commissariat de police tout de suite après. La personne que j'ai eue au bout du fil, la seule chose qu'elle me dit, c'est votre fille est majeure et vaccinée. C'est pas ce que je veux entendre, quoi. Ensuite, qu'on essaye de chercher, qu'on rappelle le commissariat, et puis qu'au bout du compte, on vous dit toujours, continuez de chercher, et on recommence. Et finalement, on est tout seul, on est dans la solitude totalement. C'est l'horreur. Il est 11h30, heure à laquelle, comme tous les samedis, le facteur de Blanzy termine sa tournée. Il ne lui reste plus qu'à distribuer le courrier à la ferme des Jeannin. Un seul chemin y conduit, c'est celui de l'étang d'Ocle. Et en remontant ce chemin, à peu près à la moitié de son parcours, il distingue sur le bas-côté une masse sombre. Il s'arrête brusquement.
C'est le corps qui est recherché depuis maintenant des heures par sa mère. C'est le corps de Christelle Blétry. Christelle est habillée d'un blouson de cuir, d'un pantalon de jean, si mes souvenirs sont bons, et puis elle a son sac à main à proximité, mais son visage est invisible parce qu'elle est allongée face contre terre. Il rentre dans sa voiture et puis prend la direction des deux agriculteurs. Il va à la ferme pour donner l'alerte, pour prévenir les secours. Il faut bien comprendre qu'on est en 1996, il n'y a pas de téléphone portable. Les fermiers du bout de ce chemin voient arriver le facteur affolé. C'est de chez eux qu'il compose le 18. Les pompiers partent en urgence et arrivent sur place 10 minutes plus tard. C'est une scène innommable pour ces pompiers qui n'ont pas l'habitude de voir ce genre de scène de crime. Et ils vont se rendre compte très rapidement que cette jeune femme a été lardée de coups de couteau. C'est un crime d'une rare violence, d'une violence inouïe. C'est dans une petite commune comme Blanzy, c'est du jamais vu. Il est un peu plus de 13 heures lorsque Marie-Rose Blétry pousse la porte du commissariat. Elle ignore tout de la découverte du facteur et elle a encore espoir de retrouver sa fille vivante. En arrivant, donc, il y a un planton, il y a quelqu'un à l'accueil. Je lui explique que je viens d'appeler le commissariat, que je cherche ma fille. Alors, le policier lui demande de patienter. Donc, allez vous asseoir, on va s'en occuper. Le temps passe. Et c'est assise sur une chaise, face à l'accueil du commissariat, que Marie-Rose va comprendre l'insoutenable nouvelle. À ce moment-là, on entend aussi dans les radios, jeune fille, coup de couteau. Marie-Rose voit au même moment arriver le facteur de la commune. Elle le connaît bien. L'homme vient témoigner devant les policiers de la découverte qu'il a faite le matin même. Et le facteur me voit. Et dans le regard de cet homme, Marie-Rose va lire la mort de sa fille. Je lui demande, je lui dis, vous parlez de ma fille? Et il ne me répond pas. Il ne peut pas répondre. Non. Il m'a reconnu. Il sait. Il ne peut pas. On ne me dit pas que Christelle a été retrouvée. On ne me dit pas que Christelle a été retrouvée morte. On ne me dit pas que Christelle a été retrouvée assassinée. On ne me dit rien. C'est inhumain, ça. C'est inhumain. Les enquêteurs finissent par orienter Marie-Rose vers l'hôpital où le corps de Christelle a été transporté, sans plus de précision. Ben c'est pareil, la personne qui vous accueille aux urgences, puisqu'on s'est rendu aux urgences, elle n'est pas au courant de rien, elle est au courant de rien, mais de rien. Donc j'ai fait des pieds et des mains pour aller voir ma fille. Donc il voulait pas, enfin bon, c'était le premier combat. Et on a pu la voir le dimanche soir. Ça, c'est horrible. Elle était ébranlée, enfin. Voilà. La nuit vient de tomber sur Blanzy. Et c'est en regardant les informations régionales que Marie-Rose va découvrir les circonstances de la mort de sa fille. Bonsoir. Le corps d'une jeune femme de 20 ans portant de très nombreux coups de couteau a été retrouvé ce matin dans un fossé près de Blanzy, en Saône-et-Loire. La victime, une étudiante, a été découverte par un facteur qui faisait sa tournée. On l'apprend par la presse. On a tout appris par la presse. Le rapport du médecin légiste, des petits épisodes comme ça, régulièrement, on apprenait par la presse. Le lendemain, le dimanche 29 décembre 1996, le légiste procède à l'autopsie du corps de Christelle. Et il découvre que le meurtrier s'est véritablement acharné sur la jeune étudiante.
123 coups de couteau, c'est quand même un massacre. 123 coups de couteau. Et d'après les premières constatations, Christelle a lutté désespérément pour garder la vie sauve. Elle s'est véritablement défendue. Il y a des lésions de défense, à la fois sur les mains et les avant-bras. On sent qu'elle s'est protégée. Elle a essayé d'éviter au maximum les coups de couteau. Vu la nature des plaies, l'arme du crime pourrait être un cran d'arrêt ou un opinel avec une lame de 7 cm. Le médecin légiste indique que la plupart des coups de couteau ont été portés sur la gauche du corps. Comme il y a des coups côté gauche et dans la nuque, c'est de cela que viendrait l'hypothèse selon laquelle elle a pu être frappée dans un véhicule. Dans ces conditions, le légiste propose un premier scénario. Christelle aurait été poignardée sur le siège passager d'une voiture. A priori, elle n'a pas été violée. On ne va pas faire de vérification très précise sur le fait qu'elle ait pu être violée puisqu'on la retrouve habillée. Cette erreur d'absence de vérification va peser lourd dans la suite de l'enquête. Mais pour l'heure, les hommes de la police judiciaire de Dijon placent en garde à vue les 4 amis chez qui Christelle a passé la soirée. Je demande s'il n'y a pas quelque chose qui s'est passé, ou mal passé, qu'il y avait des conflits dans le groupe, une histoire de couple peut-être. En fait, ils vont dire exactement la même chose à la virgule près. Donc il n'y a pas lieu de douter de l'honnêteté de ces 4-là. Les amis de Christelle vont raconter aux policiers cette soirée passée avec la jeune femme. Ils étaient partis pour regarder Robin des Bois, si mes souvenirs sont bons, à la télé, qui passait ce soir-là. Ils ont discuté, puis à un moment donné, vers un peu après minuit, elle a quitté le domicile de cette amie. Un des participants de la soirée l'a raccompagnée jusqu'à la sortie, ils ont discuté un petit peu. Après, elle remonte la rue principale de Blanzy. On la voit passer devant un bar, il y a des témoins qui l'identifient passer ce soir-là le long de ce bar. La personne qui la voit s'éloigner la décrit comme voilà, elle part la tête baissée, les mains dans les poches, vraisemblablement pressée de rentrer parce qu'il doit faire -4 ce soir-là. C'est donc ici, à quelques centaines de mètres de chez elle, que la police perd la trace de Christelle. Très certainement au croisement de cette rue. Car à cet endroit, peu après minuit, un témoin dit avoir entendu les cris d'un homme, puis les hurlements d'une femme. L'enlèvement est la toute première piste envisagée par les enquêteurs. L'hypothèse d'un automobiliste qui aurait emprunté cette route, puis ce chemin, avant de faire subir un véritable calvaire à Christelle. La sauvagerie de ce meurtre ne laisse personne indifférent. Parmi les journalistes qui couvrent l'événement, il y a Christophe Gaillard. La multitude des coups, là, c'est un crime sauvage, donc on est assez choqués. À l'époque, Christophe est caméraman pour le journal télévisé régional. C'est ici. Et jamais il n'oubliera le moment où il est arrivé sur la scène de crime. En remontant le chemin de l'étang d'Oc, en fait, on se retrouve à voir justement la flaque, une flaque de sang, une petite flaque de sang, pas très grande. Christophe et son équipe vont alors essayer de retrouver des témoins du crime. Et c'est en arpentant les rues de la petite cité minière qu'ils vont tomber, par hasard, sur une jeune fille qui connaît Christelle et qui va leur faire une incroyable révélation. J'ai travaillé au mois d'août avec elle à la maison de quartier pendant les grandes vacances. Et elle m'a parlé qu'elle avait quelques problèmes, qu'elle était menacée. Ce témoignage n'est pas le seul. Il y a d'autres personnes dans l'entourage de Christelle, ses amis, ses copains, qui vont dire depuis un moment donné, elle nous disait, je suis suivie. Il y a beaucoup de témoignages et d'éléments qui nous laissent à penser que Christelle pouvait se sentir mal à ce moment-là, qu'elle était inquiète. Elle avait l'impression qu'il y avait un regard étranger et hostile qui suivait chacun de ses faits et gestes. C'est une situation très inconfortable. Alors, de qui Christelle avait-elle peur? Moins de 24 heures plus tard, la presse va peut-être apporter une première réponse à cette question. Le lundi 30 décembre 1996, le quotidien régional publie une lettre dans laquelle Christelle se confie à une amie.
Il m'en est arrivé de bonnes avec Christophe le 26 novembre. C'est une lettre qui a été envoyée par Christelle à une amie à elle, dans laquelle Christelle fait état de menaces qu'elle aurait reçues d'un garçon qu'elle avait fréquenté un petit peu quelques semaines avant. Dans ce courrier, Christelle raconte comment quelques jours avant sa mort, son petit ami Christophe l'aurait agressé. Il a pris un de ses couteaux et me l'a foutu sous la gorge. Il m'a obligé à fumer. Moi, je ne voulais pas, il m'a menacé. Je peux vraiment te dire que j'ai flippé. La personne que Christelle nomme dans la lettre, ça ne peut être que lui. Voilà, je veux dire, on a tout là. Ça peut pas être autre chose que cet individu. Ça peut pas être quelqu'un d'autre. C'est pas possible. Donc effectivement, tout de suite, ça résonne bizarrement, parce que quand on sait que Christelle a été tuée de 123 coups de couteau, c'est évident que ça va faire de l'auteur de la lettre un suspect idéal. Les hommes de la PJ de Dijon se mettent sur la piste de ce petit homme. Déjà connu des services de police, il est placé en garde à vue le 30 décembre 1996. Christophe, c'est un jeune garçon un peu paumé. Il vit à côté de Blanzy. Il est soupçonné de faire un peu de deal et de fumer beaucoup. Il traîne avec ses copains dans les boîtes de nuit et il tient le mur, comme on dit aujourd'hui chez les jeunes. Pas de boulot, rien, juste des petits trafics. Christophe nie toute implication dans la mort de Christelle. Il raconte aux policiers comment il a rencontré la jeune femme, qui était pour lui une aventure sans lendemain. C'est devant cette boîte de nuit de la région que la rencontre entre Christophe et Christelle a lieu, 1 mois seulement avant la mort de la jeune fille. Christelle, c'est une fille très très sérieuse. Elle suit des études de péricultrice et puis elle a quelques sorties. On est dans une famille de conditions très modestes. Alors quand elle peut, quand elle a un peu d'argent, bien elle va en boîte de nuit. C'est un peu sa lueur du week-end. Et puis elle cherche, comme toutes les jeunes femmes, le grand amour. Christophe, lui, parle d'un flirt. Et pour ce qui est du couteau sous la gorge de la jeune femme, tout cela n'était selon lui qu'une blague de mauvais goût. Il va dire oui, j'étais avec elle. Oui, j'étais peut-être dans un état second. J'ai sorti un couteau, mais c'était un petit couteau, et j'ai fait semblant. J'étais plutôt dans une mise en scène. Il dit que c'était une plaisanterie, que c'était pour rire, qu'ils avaient trop bu, qu'ils avaient trop fumé. La police va faire une perquisition au domicile de Christophe, va également fouiller, vérifier son véhicule, et il est nickel, il y a pas une trace de sang dans cette voiture, pas plus que on retrouvera d'armes, enfin en tout cas rien qui ne puisse correspondre à l'arme du crime. La police ne trouve rien pour incriminer Christophe, et concernant le soir du meurtre, il dispose en plus d'un solide alibi. Il se trouvait en boîte de nuit. 8 personnes en attestent. Donc, face à cette absence de preuves, de découvertes chez lui, pas de sang, pas de couteau, pas de véhicule, et puis à cet épisode finalement qui s'est dégonflé, eh bien les policiers vont devoir refermer la piste Christophe, essayer d'en trouver une autre. À la recherche de nouvelles pistes, des dizaines de proches de Christelle sont interrogés dans les semaines qui suivent, pour tenter d'en savoir un peu plus sur la jeune femme. Les enquêteurs ont gratté la vie de Christelle Blétry pour chercher des aspérités, des choses un peu plus sombres, un peu plus noires, mais il n'y a rien. Christelle était en effet une jeune femme ordinaire, comme en témoigne l'une de ses camarades de lycée. C'est pas possible que ça arrive à Christelle. Christelle qui n'a pas de problème, quelqu'un de bien, qui déconne pas, et puis qui sait se défendre aussi. Moi, je suis convaincue que ça. Christelle, c'est pas quelqu'un qui se laisserait mettre une claque sans répondre, quoi. Donc voilà, qu'est-ce qui se passe? Dès lors, tout le monde s'interroge. Qui aurait bien pu lui en vouloir au point de la massacrer de 123 coups de couteau? C'était la bonne camarade de classe, une bonne vivante. On a bien rigolé pendant toutes ces années. C'était quelqu'un de très sérieux, très serviable. Christelle, c'était mon double aussi. Christelle me ressemblait beaucoup. C'est pour ça que j'ai toujours du mal aussi à en parler, Christelle. Je me rappellerai toujours en me dire, mais est-ce qu'on n'a pas loupé quelque chose?
Est-ce qu'à un moment donné, il se passait quelque chose dans la vie de Christelle et qu'elle nous l'ait pas dit et on a beau retourner ces événements, on trouve rien, quoi. Mais il y avait rien dans la vie de Christelle, rien. On a dû chercher et il y a un moment, oui, il y a eu, j'ai avancé l'hypothèse du rôdeur. Va alors se remémorer des événements inquiétants qui se sont déroulés une semaine seulement avant le décès de sa fille. Ils se sont produits à Blanzy, au sud de la petite ville. Christelle travaille alors auprès des jeunes enfants dans cette maison de quartier, lorsqu'elle remarque un homme en train de l'observer. Un rôdeur est derrière les fenêtres, apparaît, semble vouloir épier soit Christelle, soit sa collègue. Elle a un petit peu peur, elle est un peu angoissée par cette histoire. Elles ont été au moins 2 ou 3 personnes à avoir peur, justement, parce que c'était pas une fois, ça s'est passé à plusieurs reprises. Il y avait quelqu'un, il y avait un rôdeur. Alors quand on sait que Christelle se sentait suivie, est-ce que c'était la même personne? Et là commence à se dessiner un premier scénario, c'est-à-dire un homme qui tourne autour de cette jeune femme, qui l'a suivie méthodiquement, qui sait où elle va, où elle travaille, où elle dort, et qui à un moment donné, quand le moment était propice, eh bien elle est passée à l'action. Alors, cet homme qui épie Christelle à son travail est-il le meurtrier qui lui a asséné 123 coups de couteau dans la nuit du 28 décembre 1996? Pour le savoir, les policiers cherchent tous azimuts. Les voisins, les commerçants, les habitants de la petite ville de Blanzy sont interrogés. Le problème, c'est que les policiers recherchent un profil très très flou, très indéfini. C'est quelqu'un qui a un couteau et qui a une voiture, en gros. Hein. Ça se résume à ça, et qui passait par là. Donc on va chercher un peu dans tous les sens l'histoire des sièges. Est-ce qu'on va trouver une voiture, un suspect qui aurait lavé les sièges de sa voiture? On a le sentiment dans cette enquête que c'est une enquête sans boussole. Les méthodes d'investigation policière de l'époque, c'est un peu la police de papa. Hein. Il n'y a pas la téléphonie, il n'y a pas l'ADN, il n'y a pas de vidéosurveillance. Personne n'a remarqué ce mystérieux rôdeur. Le meurtrier court toujours, et à Blanzy, les habitants ont peur. Du coup, chacun y va de sa propre hypothèse. Au commissariat, les dénonciations anonymes affluent par dizaines. On est dans la campagne, et tout le monde sait quelque chose, ou croit savoir quelque chose, ou a besoin de se venger de quelque chose ou de quelqu'un. Cette affaire va faire émerger un nombre incroyable de corbeaux qui vont envoyer des courriers belliqueux, anonymes, soit à la famille, soit aux enquêteurs, en disant c'est un tel, c'est le voisin, non, c'est le professeur. Enfin, j'avais compris, j'avais toujours des gants à proximité de ma boîte aux lettres. Quand je voyais quelque chose de suspect, je mettais des gants pour protéger le courrier. Ça m'est arrivé souvent. Merci d'avoir écouté la première partie de ce podcast consacré à l'affaire Christelle Blétry. Dans la seconde partie de cet épisode, vous allez découvrir comment Marie-Rose Blétry, au terme d'un combat incroyable, va parvenir à traîner le meurtrier de sa fille devant la justice. Bonjour et bienvenue dans Enquête criminelle, le podcast. Je suis Jean-Marie Goua. Dans la seconde partie de cet épisode, consacré à l'affaire Christelle Blétry, vous allez découvrir comment Marie-Rose, au terme d'un combat incroyable, va parvenir à traîner le meurtrier de sa fille devant la justice. Avec moi, vous entendrez les voix de Michel et Marie-Rose Blétry, les parents de Christelle, Chantal Jardin, l'épouse du meurtrier, ainsi que les avocats et les journalistes qui ont travaillé sur cette affaire. Bonne écoute. La peur et la vengeance vont conduire 24 personnes en garde à vue.
toutes dénoncées injustement par des corbeaux. Les policiers referment une à une toutes ces fausses pistes. On n'avait rien. On n'avait pas grand-chose, on n'avait rien. Et on nous disait, on va trouver, vous inquiétez pas, on cherche, machin, enfin, on vous fait croire des choses. Puis finalement, il se passait plus rien, quoi. Il se passait plus rien. Ce climat de suspicion permanent plonge Marie-Rose dans un enfer quotidien. Pour elle, chaque habitant de Blanzy pourrait être potentiellement l'assassin de sa fille. Ça a été l'ami de la famille, ça a été la personne qui me regardait de travers, ça a été la personne qui ne me disait plus bonjour, ça a été... voilà, c'est toutes mes nuits où je dormais pas, où voilà. Vous imaginez ces obsessions quotidiennes qui l'envahissent, et elle a beau faire, elle a beau se dire mais non, c'est pas lui, c'est pas mon ami. Elle se pose la question parce qu'elle sait que c'est quelqu'un du village, elle en est convaincue. Et d'ailleurs, malheureusement, l'histoire, la suite, lui donnera raison. Les mois passent, le meurtre de Christelle tombe peu à peu dans l'oubli, la justice laissant seule la famille de la jeune fille face à son désespoir. Une situation insupportable qui déclenche un incroyable mouvement de solidarité. Toute la famille, tous les amis, tout le monde débarquait à la maison. Ça a été une solidarité incroyable. On est à côté de Montceau-les-Mines, bassin minier, c'est un endroit de très forte solidarité entre les gens. Et tous les amis de Madame Blétry vont l'aider, vont constituer une association qui va s'appeler Christelle. En fait, le but à l'époque de l'association, c'est déjà d'entourer cette maman qui est dans la douleur et puis sa famille, son mari, ses enfants. L'association Christelle vient de naître. Et si au départ sa vocation était d'apporter du réconfort, elle va devenir le symbole d'un combat contre l'injustice. Et cette association va, au fil des années, parce qu'elle s'imaginait pas que ça durerait aussi longtemps, prendre de l'ampleur. Cette femme, qui est une femme si discrète, eh bien, va se lancer dans un combat incroyable. Il faut qu'on sache pourquoi on a assassiné Christelle. Je crois que la société nous doit la vérité. Peu à peu, le combat de Marie-Rose s'ébruite et d'autres familles la rejoignent. Elles ont toutes pour point commun d'avoir un enfant assassiné sans que le coupable n'ait été arrêté. Et petit à petit, on va découvrir qu'en Saône-et-Loire, il y a eu une dizaine de meurtres de jeunes femmes qui n'ont pas été élucidés. Virginie, Carole, une autre Christelle, Nathalie, Sylvie, Vanessa, toutes des jeunes femmes de moins de 20 ans, assassinées dans le même département que la justice a tout bonnement oublié. Ces familles, ravagées par les meurtres de leurs enfants, se serrent les coudes et unissent leurs forces. Si entre nous les familles, on parle de notre douleur, on se comprend. Si on parle on n'en peut plus, on se remonte. On vit ensemble, on est presque des frères et sœurs. Hein. Ça a vraiment été quelque chose de très 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 beau. C'est dans l'horreur, on a vécu des moments magnifiques pour permettre d'être là à vous parler aujourd'hui. Parce que sans eux, moi je serais plus de ce monde, quoi. Voilà. Et c'est ensemble, épaulé par un grand cabinet d'avocats parisiens, que l'association va littéralement faire trembler l'institution judiciaire. Marie-Rose, elle va bousculer les magistrats, elle va les secouer. Habituellement, ils étaient sur leur piédestal, un peu haut par rapport au peuple. Elle n'a pas de manière, si on peut dire. Elle leur demande des comptes. En 2001, soit 5 ans après le meurtre de Christelle, première victoire. La justice regroupe tous les dossiers de l'association au TGI de Chalon-sur-Saône. Les enquêtes sont relancées et pour la première fois, le ciel semble sourire à Marie-Rose. Et là, une chance incroyable, Marie-Rose, dans ce malheur, c'est que tout a été conservé. Le pantalon, la culotte de la jeune fille, le blouson.
L'ADN a fait son entrée dans les enquêtes judiciaires. Grâce à ce progrès de la science, Marie-Rose espère pouvoir enfin identifier le meurtrier de sa fille. Je voudrais bien qu'on puisse découper tous les vêtements de Christelle. Je m'en fiche de ces vêtements maintenant. Les découper et qu'on retrouve une trace génétique. Pour moi, la vérité allait déboucher avec les expertises ADN. C'était pas possible. Christelle s'était défendue. Qui dit qu'on n'aurait pas retrouvé la trace ADN de son agresseur sur les vêtements de Christelle. Moi, j'ai toujours cru à ça. Tout le temps. Il faudra tout de même encore 12 années supplémentaires de bataille judiciaire pour que Marie-Rose obtienne finalement que les vêtements de sa fille soient envoyés dans un laboratoire. Et là, c'est incroyable ce qu'on va découvrir, c'est-à-dire qu'à l'intérieur du pantalon et également sur ses sous-vêtements, on retrouve un ADN sous forme de sperme. Incroyable. Il a fallu 17 années pour découvrir que Christelle a été sexuellement agressée. Ce que tout le monde ignorait jusque-là, à commencer par sa mère, Marie-Rose. Je le prends là. Et ça, par contre, c'est l'effondrement. C'est l'effondrement. Ça, c'est dur, ça. C'est dur. Mais en même temps, c'est ce que je voulais. C'est la vérité. Je voulais la vérité. Je l'ai. L'ADN retrouvé sur les vêtements de Christelle va parler. Il correspond à une empreinte répertoriée dans les fichiers de la police. On a un nom, ça y est. Pascal Jardin. Le nom, c'est Pascal Jardin. Il se trouve que ce monsieur habitait à Blanzy à l'époque du meurtre. Pascal Jardin habitait à 2 kilomètres seulement de chez Christelle, dans cette maison. C'est presque mon voisin l'assassin, puisqu'on va se rendre compte que Pascal Jardin vivait dans le quartier du Rond-Point, là où travaillait Christelle Blétry. Pascal Jardin serait-il l'homme dont Christelle avait peur? Il est trop tôt pour le dire. Pour l'heure, les enquêteurs demandent à Marie-Rose de garder pour elle cette incroyable révélation. Dès que j'ai su l'information, et j'ai pensé à mes enfants, bien sûr, mais j'ai pensé aussi aux gens de l'association. Il ne fallait rien dire dans les premiers temps pour, voilà. Mais moi, j'avais envie de le crier. L'assassin de ma fille est arrêté. L'assassin de ma fille. Enfin, puis c'est sûr. Ça peut pas être. Non, voilà. C'était. Donc j'avais envie de le dire à tout le monde. Avant d'arrêter Pascal Jardin, les policiers veulent fouiller minutieusement sa vie pour savoir à qui ils ont affaire. À l'époque des faits, en 1996, Pascal Jardin est la parfaite incarnation de l'homme honnête. Pascal Jardin, c'est monsieur tout le monde. Pascal Jardin, c'est un monsieur qui est marié, qui a des enfants. Il travaille donc sur Châlons, il est directeur d'exploitation d'une entreprise de surgelés. Ouais, il a un CV plutôt propre. Ça, c'est côté pile, parce que côté face, il y a un aspect beaucoup plus sombre qui apparaît. Celle d'un homme connu de la justice, puisque en 2004, eh bien, il avait été condamné pour une tentative de viol sur une jeune femme. Pour cette affaire, en 2004, Pascal Jardin est passé à l'acte dans cette petite résidence HLM à Chalon-sur-Saône. Et voici comment les faits se sont déroulés. Il va repérer une jeune femme, se rendre à son domicile. Il se présente comme plombier chauffagiste et il dit qu'il vient vérifier le bon fonctionnement de la chaudière. Et donc, il tourne un peu dans l'appartement, mais fort heureusement pour cette jeune femme, son compagnon arrive juste à ce moment-là. Pascal Jardin trouve un prétexte pour s'en aller. Seulement cet imprévu ne va pas l'échauder. Bien au contraire. Et il va revenir 10 jours après, espérant que le compagnon ne soit pas là,
Donc c'est ce qui est particulier dans cette affaire, c'est que il a le temps, il attend, il a choisi sa victime, il attend. Il revient, il appuie sur le bouton de l'interphone, la jeune femme regarde par la fenêtre, reconnaît le chauffagiste de l'OPHLM, et donc elle ouvre à Pascal Jardin. Pascal Jardin rentre dans l'appartement. Donc Pascal Jardin a demandé à la jeune femme d'aller ouvrir un robinet pendant que lui prépare son matériel. Et en fait de vérifier, il se déshabille, plie ses vêtements, se met en slip. Et il a le couteau qu'il coince dans l'élastique de son caleçon derrière. Et arrivé devant cette jeune femme avec son couteau en main. Mais ce que Pascal Jardin ignore, c'est que dans l'appartement, il y a quelqu'un d'autre. Elle pousse un hurlement et là-dessus, son petit ami qui était dans la pièce, dans la chambre, surgit. Et là, il l'attrape. En fait, il l'a assommé purement et simplement. Pendant ce temps-là, la jeune femme appelle la police, pendant que le petit copain, lui, il l'avait sorti de l'appartement, il l'avait collé sur le palier. Interpellé en flagrant délit, Pascal Jardin comparaît 48 heures plus tard devant le tribunal correctionnel de Chalon-sur-Saône et écope d'une peine de 2 ans de prison. Lors de cette procédure, l'ADN de Pascal Jardin est prélevé, ce qui permettra 10 ans plus tard de le confondre. Un meurtrier présumé arrêté 18 ans après les faits. L'ADN a donc parlé. Pascal Jardin, 55 ans, père de 2 enfants, a été arrêté. Le 12 septembre 2014, les enquêteurs en savent assez. Les médias s'emparent de l'affaire. L'assassin présumé de Christelle va être interpellé. Cette arrestation se passe à des centaines de kilomètres de Blanzy. Il habite maintenant dans les Landes, dans une petite maison de location. Il s'est remarié. 18 ans après le meurtre de Christelle, Pascal Jardin est placé en garde à vue dans les locaux de la police judiciaire de Bordeaux. Et dès le début, il donne le ton. Pascal Jardin nie. Il dit, je connais pas Christelle Blétry, je ne sais pas qui c'est, je ne l'ai jamais vu. Et puis l'enquêteur lui dit, mais il y avait votre ADN sur les vêtements de Christelle Blétry. Donc c'est curieux que votre ADN soit retrouvé, surtout si vous la connaissez pas. Pascal Jardin nie toujours, il dit, je sais pas comment ça a pu arriver, est-ce que je l'ai croisé au bureau de tabac? L'enquêteur lui dit, mais c'est pas de l'ADN de contact, c'est votre sperme qu'on a retrouvé sur les sous-vêtements de Christelle. Et il réfléchit, il dit, écoutez, à ma connaissance, non, je me rappelle pas d'avoir eu une relation sexuelle avec cette jeune fille, mais en même temps, bon, ça arrive, comme ça, on s'en souvient pas toujours. Refaites-moi voir la photo, donc il remonte la photo. Pascal Jardin l'ignore, mais il est déjà pris au piège, car le policier va lui expliquer que son sperme a forcément été déposé sur ce pantalon la nuit du meurtre. Pour une raison très simple, c'est que ce pantalon lui a été offert pour Noël. Enfin, les policiers savent par la mère de Christelle que ce pantalon, elle le portait pour la première fois. Acculé, Pascal Jardin craque et livre alors sa version des faits. Souvenez-vous, ce 28 décembre 1996, Christelle prend congé de ses amis chez qui elle a passé la soirée. Il est minuit. Et voici ce que dit Pascal Jardin. Il raconte qu'il a croisé Christelle Blétry au stop de la route express qui arrive à Blanzy, qu'il l'a forcée à monter dans la voiture. Et il démarre. Et ils vont aller à l'endroit où on a retrouvé le corps, c'est dans ce petit chemin, le chemin d'Ocle. Là, dans la nuit noire et glacée de ce mois de décembre, Pascal Jardin admet qu'il a imposé un rapport sexuel à la jeune fille. Et selon lui, c'est après seulement que les choses ont dégénéré. Dès que tout ça a été terminé, elle a ouvert la porte et elle est partie en courant.
Et il réalise que sa vie va s'écrouler. Et qu'est-ce qu'il fait? Il la poursuit pour la faire taire. Il raconte qu'elle s'est mise à hurler et puis que lui, pris de folie, parce qu'elle n'arrêtait pas de crier, il a sorti son couteau et qu'il a tapé. Et ce qu'il nous dit dans ses aveux est très clair, et pour moi, il n'y a qu'un tueur qui a pu dire ça, il n'y a que l'auteur des faits qui a pu dire ça. Il dit bien qu'il va frapper jusqu'à ce qu'elle se taise, et il a fallu 123 coups de couteau pour qu'elle se taise. Face aux policiers, Pascal Jardin continue le récit de cette morbide soirée. Il est rentré chez lui et il s'est lavé les mains. Il s'est fait un sandwich. Et ensuite, il est allé se coucher aux côtés de son épouse. Et il va signer curieusement ses aveux, le petit monstre. C'est ainsi que le 13 septembre 2014, Pascal Jardin est mis en examen pour séquestration, viol et assassinat. Dès lors, Marie-Rose Blétry peut enfin annoncer à la France entière qu'un homme vient d'être arrêté pour l'assassinat de sa fille. C'était tant espéré. C'est tellement violent. Ce qui est dramatique aussi, c'est que Christelle, je ne la vois que en se faisant assassiner. Je ne pense pas à Christelle autrement qu'en se faisant assassiner. Donc, je voudrais qu'en découvrant la vérité, retrouver ma fille que j'ai eue pendant 20 ans. Ça, je l'espère, quoi. Elle a existé pendant 20 ans. Donc, c'est pas normal qu'un assassin vous enlève tout. Et votre fille, et les souvenirs de ça. C'est pas possible. Mais le calvaire de Marie-Rose est loin d'être terminé. Car l'affaire va connaître un nouveau rebondissement, 3 jours plus tard, sur les ondes d'une radio nationale. Bonjour Chantal Jardin. Bonjour. Vous êtes l'épouse de Pascal Jardin, meurtrier présumé de Christelle Blétry. Au micro, Chantal Jardin vole au secours de son mari et va remettre tout en question. Elle affirme que les aveux de Pascal Jardin ont été extorqués. Vous pensez qu'il a fait des aveux sous la contrainte, c'est ça? Oui, à force de les entendre causer, oui. Vous connaissiez sa condamnation pour tentative d'agression sexuelle avec un couteau? Oui. Il n'y avait rien d'inquiétant là-dessus, quoi. C'était la petite araignée qui était peut-être montée au cerveau, 5 minutes, quoi. Êtes-vous vraiment sûr de connaître intimement l'homme qui partage votre vie depuis 9 ans? Oui, à 100%. Nous avons recontacté Chantal Jardin. Elle a souhaité garder l'anonymat, mais elle n'en démord pas. Son mari ne peut pas être un monstre. Avec lui, j'ai connu les voyages, les concerts, les cadeaux, puis le bonheur. Et les enfants aussi, hein. Les enfants, ils ont été heureux, hein. On partait en vacances 2 fois dans l'année, on allait à la mer 2 fois dans l'année. Elles avaient jamais vu la mer de leur vie. Alors, c'est vrai qu'il a apporté beaucoup de choses. C'est en 2004 que Chantal rencontre Pascal Jardin, alors qu'il vient de sortir de prison. Il est SDF, il a pas de travail, il a plus de famille, il a plus rien. Mais c'est un type qui arrive à se reconstruire très vite. Donc il retrouve un boulot, il retrouve une femme, il l'épouse, il s'occupe des enfants de cette femme, elle a 2 filles. À cette époque, Chantal pense bien connaître le passé chaotique de son mari. Il nous a expliqué qu'effectivement, il avait fait de la prison, qu'il s'était déshabillé devant une fille, qu'il avait été voir avant. Il est retourné chez cette fille, il s'est déshabillé, et puis là, un monsieur est venu et s'est mis au milieu, l'a mis dehors, et c'est là qu'il a été en prison. Ça vous a pas choqué, il vous a raconté ça, en fait? Il me disait qu'il était en dépression à cause des problèmes de boulot, de sa femme. Je dis peut-être qu'il avait pété un plomb, entre guillemets. 8 mois de prison, pour moi, c'était pas une chose grave. Parce que quand c'est une chose grave, en général, on prend 10 ans, 15 ans, 20 ans. Mais 8 mois, c'était quand même une chose qui n'était pas excessivement grave. Donc, pour moi, il avait payé, on n'en parlait plus.
Chantal est catégorique. Non, de toute façon, je peux pas le voir en assassin. Donc, non, c'est impossible. Mais impossible. Je lui ai dit dans la première lettre, je te crois pas capable de faire un geste abominable comme ça. Ce soutien indéfectible va faire basculer l'enquête. Dans l'actualité, le meurtrier présumé de Christelle Blétry revient sur ses aveux. Mis en examen 18 ans après les faits, suite à de nouvelles expertises ADN, il avait reconnu l'avoir tué il y a 2 semaines. Il a connu une relation sexuelle, et puis c'est tout. Il dit qu'il n'est pas l'auteur du meurtre. Ça faisait 48 heures de garde à vue dans des locaux qui sont tout à fait indignes. Qu'on avait extrait, qu'il avait fait 700 km et qu'il était fatigué, qu'il en avait marre et qu'il voulait que ça s'arrête. Voilà, c'est tout. Mon impression à moi, si vous voulez, c'est que c'est pas le profil du type qui peut lui donner 123 coups de couteau. Pascal Jardin donne alors une nouvelle version à la justice. D'après lui, la nuit du meurtre, il aurait eu juste une aventure sans lendemain avec Christelle. Mais il ne l'a pas tuée. Il va avoir une attitude complètement différente, c'est-à-dire qu'il va dire voilà non, je suis arrivé au stop, j'ai vu une jeune fille qui avait l'air affolée, qui est venue taper à ma vitre, qui m'a demandé de l'aide, qu'elle avait peur, etc. Il dit bah voilà, je l'ai fait monter, aussi bizarrement que ça puisse paraître, elle aurait cédé à une pulsion et elle aurait eu une relation sexuelle avec lui. Et ensuite il dit voilà, moi je l'ai déposée, je sais pas ce qu'elle est devenue. On n'a jamais vu ça. Enfin, une gamine de 20 ans qui a peur et qui est dans la nuit, déjà elle monte pas dans le véhicule d'un inconnu. Et puis le fait de dire elle était apeurée, elle monte avec un inconnu, j'ai une relation sexuelle, elle s'en va comme apaisée, ça correspond à rien, le niveau mental, enfin, on comprend pas cette version-là, cette version elle tient pas debout, quoi. Vérité ou mensonge? Toujours est-il que Pascal Jardin, que l'on voit ici, lors de la reconstitution judiciaire du meurtre, maintiendra cette version sous les yeux de Marie-Rose, qui assiste consternée à la scène. Il n'a pas dit la vérité. Il n'a pas dit ce qui... Non. Comment vous l'avez trouvé? Presque indifférent. « 21 ans après le meurtre de Christelle, le 23 janvier 2017, le procès de Pascal Jardin s'ouvre devant la cour d'assises de Saône-et-Loire. Marie-Rose, entourée de ses 2 autres enfants, cultive le maigre espoir que l'accusé lui explique ce qu'il s'est passé le soir de la mort de sa fille. Il regarde très peu vers moi, pas du tout. J'ai été vraiment surprise de la distance qu'il mettait face à tout ce qu'il pouvait dire. C'était pas lui, tout simplement. Surprise qu'à un moment, il se mette pas en colère en disant « mais bon sang, je suis innocent ». Son calme était impressionnant. Aucune compassion pour la victime, ça n'est pas lui, une fois pour toutes, ça n'est pas lui. On voit que c'est quelqu'un qui... Je sais pas s'il est touché par quelque chose, je comprends. C'était très épais, hein. Il y avait une ambiance terrible pendant ce procès. La douleur d'un côté et le mépris et la bêtise peut-être même de l'autre. L'attitude de Pascal Jardin dérange. Et le coup de grâce va lui être donné par la diffusion de ses aveux qui ont été filmés. L'Assemblée découvre alors un homme différent, pétri de remords, qui contraste avec celui qui est dans le box. Pas un instant, le public qui regarde ça ne pense qu'il feint quelque chose. Je pense que c'est une partie de la vérité. À ce moment-là, il ne ment pas. Dans ses aveux, il ne ment pas. Il ne dit pas tout. Mais c'est un moment de vérité. Parce que le reste du temps, il nie, c'est pas lui. Enfin. À l'issue de 3 semaines d'audience, la cour d'assises de Saône-et-Loire condamne Pascal Jardin à la réclusion criminelle à perpétuité, assortie d'une peine incompressible de 20 ans. Mon seul objectif, c'est qu'il ne sorte jamais de prison, pour ne pas, pour qu'il ne recommence pas, pour qu'il ne tue pas quelqu'un, voilà. C'est mon objectif. Pascal Jardin a fait appel de sa condamnation. Il reste à ce jour présumé innocent. Merci d'avoir écouté la seconde partie de cet épisode consacré à l'affaire Christelle Blétry. Pascal Jardin, le meurtrier, est aujourd'hui âgé de 66 ans
il est toujours incarcéré. Il est pourtant encore dans le viseur de la justice, soupçonné d'avoir commis d'autres crimes dans la région des Landes, où il a habité 10 ans. N'hésitez pas à vous abonner à ce podcast, afin de recevoir chaque semaine un nouvel épisode. Et bien sûr, s'il vous a plu, vous pouvez laisser un commentaire sur l'appli RTL, RTL.fr et toutes les plateformes partenaires. Je vous dis à bientôt.